Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Comment allez-vous? Moi je vais bien, je vais très bien. Et vous savez d'où me vient cette énergie positive de vous? Parce que cette semaine, vous avez prouvé, peuple haïtien, à quel point vous êtes un peuple intelligent. Vous avez prouvé à quel point vous êtes un peuple digne. Vous avez prouvé à quel point vous êtes un peuple vertical. Vous comprenez vos intérêts. Vous savez que vous êtes le seul à pouvoir vous défendre. Et vous m'avez transmis cette énergie positive dans cette sale affaire des Dominicains qui déportent en masse les Haïtiens, dans cette sale affaire, mais une énième sale affaire des Dominicains qui prive les Haïtiens de leur citoyenneté. Car beaucoup d'Haïtiens sont nés en République dominicaine. Ils n'ont jamais mis le pied en Haïti. Ça n'empêche pas le président dominicain, le salaud Abinader, de déporter les Haïtiens en masse vers Haïti. Ça, c'est une humiliation entre toutes. On parle même pas des agressions que nos frères et nos sœurs subissent au quotidien en République dominicaine. Et face à un tableau si désolant, l'État haïtien ne fout rien. Rien d'étonnant. C'est désolant, mais ce n'est pas étonnant. Parce que l'État haïtien n'est haïtien que de nom. Les dirigeants haïtiens ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple haïtien. Ils sont placés là par le Canada, ils sont placés là par les États-Unis, ils sont placés là par la France pour défendre les intérêts de ces pays-là au détriment du peuple haïtien. Vous avez compris cela? Car en temps normal, tout gouvernement aurait protesté. En temps normal, tout gouvernement aurait rappelé son ambassadeur, aurait convoqué l'ambassadeur de la République dominicaine à Port-au-Prince, au bureau de la chancellerie haïtienne, pour lui demander des comptes. Mais le très cynique Ariel Henry, qui n'est plus haïtien parce que Biden le soutient, qui n'est plus haïtien parce que
Justin Trudeau le soutient, qu'il n'est plus haïtien parce qu'Emmanuel Macron le soutient, il se dit, écoutez, que m'importe que les Haïtiens soient maltraités en République dominicaine, ce qui compte pour moi, c'est que je reste au pouvoir et le Canada, les États-Unis et la France me donnent la garantie que je resterai au pouvoir encore longtemps, alors que m'importe que les Haïtiens soient assassinés, qu'ils soient déportés, qu'ils soient privés de leurs droits. En temps normal, devant un tableau si désolant, les diplomates haïtiens devraient réagir. Avez-vous entendu une note de protestation de la part de ce guignol qui est accrédité aux Nations Unies au nom du peuple haïtien, un certain Rodrigue Jean? Non, lui, il se masturbe comme d'habitude, pas vrai? Il s'amuse là-bas. Avez-vous entendu une note de protestation de la part de l'ambassadeur, n'est-ce pas, d'Haïti à Santo Domingo, de la part du consul? On s'en fout. Avez-vous entendu une note de protestation de la part de l'ambassadeur, enfin, du soi-disant ambassadeur d'Haïti, n'est-ce pas, à Washington? Non, ces messieurs-là sont là pour, n'est-ce pas, voler, pour détourner des fonds publics. Avez-vous entendu une seule note de protestation de la part de la communauté malveillante des nations? Pas du tout. Et pourtant, à contrario, l'avez-vous remarqué, les États-Unis ont interdit cette semaine l'entrée du sucre dominicain sur le sol américain. Pour quelle raison? Parce que les États-Unis constatent le mauvais traitement que subissent les Afro-Américains. Ils disent, nous n'acceptons pas que les Dominicains, n'est-ce pas, traitent différemment les Afro-Américains en fonction de leur couleur. Alors, puisque vous maltraitez les nôtres, donc les Afro-Américains, nous allons vous frapper là où ça vous fait mal. Votre sucre ne sera plus le bienvenu chez nous. Entre-temps, le peuple haïtien, comme d'habitude, est livré à lui-même. Et pourtant, ce peuple-là, il est intelligent. Je vous ai dit il y a 2 semaines qu'il ne faut pas interpréter le silence du peuple haïtien comme de la résignation, qu'il ne faut pas interpréter le silence du peuple haïtien comme de l'aliénation. Quand ce peuple fait silence, il est en train de méditer. Il est en train de se rappeler son histoire. Quelle est son histoire? Le peuple haïtien se souvient de l'exemple de Macandal. Le peuple haïtien se souvient de l'exemple de Boukman. Le peuple haïtien se souvient de l'exemple de Toussaint Louverture. Ces illustres ancêtres qui ont compris que le seul langage qu'entende un entrepreneur, le seul langage qu'entende un capitaliste, c'est le langage de l'argent. Et si vous voulez faire bouger un capitaliste, il faut lui faire mal là où ça compte, c'est-à-dire dans son argent. Et là, le peuple haïtien s'est dit quelque chose. Ah bon? Les Dominicains exportent leurs saloperies chez nous. Nous sommes le premier partenaire commercial, n'est-ce pas, des Dominicains. Seulement en 2021, selon les chiffres, n'est-ce pas, de l'économiste Émile Edzer, les Dominicains ont exporté pour 958 millions de saloperies chez nous. Et à la frontière, n'est-ce pas, de Ouanamet, seulement, il se passe 30,5% du commerce, n'est-ce pas, dominicano-haïtien. Et là, les Haïtiens se disent une chose. Si on veut qu'ils nous respectent, ces Dominicains, nous allons leur prouver qu'ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Car c'est nous, les Haïtiens, qui finançons le commerce dominicain. Il exporte chez nous, le Dominicain, pour 958 millions de saloperies. Et seulement à la frontière de Ouanamet, c'est quand même 30,5%, c'est-à-dire 292 millions de saloperies qui passent par Ouanamet. Alors, vous savez ce qu'ont fait les Haïtiens de Ouanamet? Ah, quel peuple digne! Ils ont fermé la foutue frontière. Et là, faites-moi confiance, ça va bouger. Ah, j'ai pris un plaisir à regarder pourrir les choux, à regarder pourrir les œufs dominicains, à regarder pourrir les bananes dominicaines. Vous savez quoi? Abinader, lui aussi, devrait pourrir avec ces saloperies-là. Et vous savez quoi? Les transnationaux haïtiens, ceux qu'on appelle improprement les hommes d'affaires haïtiens, qui sont en fait des brasseurs d'affaires malpropres.
eux qui déstabilisent Haïti pour aller investir en République dominicaine, eux qui importent des saloperies de la République dominicaine pour les revendre aux Haïtiens. Je pense au Reynold Dib, par exemple, je pense au Ronnie Célestin, entre autres salauds. Eux, ils vont avoir mal. Parce que ils sous-estimaient l'intelligence haïtienne. Ils se disaient, c'est un peuple à jamais zombifié. Oh, voilà que ce peuple se dit, mais qui finance commande? Les anglo-saxons disent, écoutez, money talks, mais les haïtiens, bien longtemps, avant les anglo-saxons disaient, l'argent et les pédioles, c'est nous qui finançons l'économie dominicaine, nous pouvons leur faire du mal là où ça compte. Et en ceci, le peuple haïtien imite tout simplement ses illustres ancêtres. Lorsque Boukman, lorsque Toussaint Louverture, lorsque Macandal avait donné le mot d'ordre, n'est-ce pas, de foutre le feu dans les plantations, ils avaient compris que si vous voulez faire entendre raison à un capitaliste, si vous voulez faire entendre raison à un entrepreneur, vous devez toucher à ses intérêts d'affaires. Et là, le peuple haïtien ferme la frontière à Ouanamène. Et vous savez quoi? Il faut fermer toutes ces foutues frontières. Il faut tout simplement dire aux Dominicains, continuez à nous envoyer nos frères, ils seront les bienvenus chez nous, mais vous allez garder vos saloperies et vous allez les mettre là où on pense. Et on verra au compte qui détient le véritable pouvoir. Le peuple haïtien réalise que c'est avec sa gourde qu'il finance, n'est-ce pas, l'économie américaine. Et puisque c'est nous qui finançons l'économie américaine, nous méritons le respect. Si Abinader n'est pas assez intelligent pour le comprendre, si les gens d'affaires dominicains sont assez imbéciles pour, n'est-ce pas, laisser passer cette leçon simple pourtant, si les transnationaux, les brasseurs d'affaires haïtiens ne comprennent pas cette leçon, le peuple haïtien l'a compris, cette leçon. Voilà ce qui m'infuse cette énergie positive ce matin. Le peuple haïtien est un peuple tellement intelligent. Vous savez, les internationaux, entendons les Canadiens, les Américains, les Français, l'État haïtien lui-même, les Dominicains se disaient, écoutez, c'est un peuple zombifié, surtout en temps de mondial. Ils ne vont rien comprendre. On va pouvoir leur faire avaler n'importe quoi selon le vieil adage romain. Si on veut manipuler une foule, donnez-lui du pain et des jeux. Il nous manque à ce point de respect qu'ils se disent, on n'a même pas besoin de donner du pain au peuple haïtien, on n'a qu'à lui donner des jeux et il sera à jamais zombifié. Nous sommes en pleine période du mondial et normalement les Haïtiens sont à ce point passionnés de mondial que la communauté des nations malveillantes, que les Dominicains, l'État haïtien lui-même se disaient, écoutez, ils sont à ce point préoccupés par le mondial qu'ils ne vont rien comprendre aux humiliations qu'on est en train d'infliger à leurs frères. Faux. Le peuple haïtien suit le mondial d'une oreille et de l'autre oreille, il entend les cris de ses frères en République dominicaine. D'un œil, il regarde le mondial. De notre œil, il regarde le salaud Abinader. De notre œil, il regarde, n'est-ce pas, le très cynique Ariel Henry. Et le peuple se dit, puisque personne ne me défend, je vais me défendre moi-même. Je vais fermer les foutues frontières dominicaines et leurs produits et les producteurs dominicains et l'État dominicain iront au diable. Nous allons garder notre argent et désormais nous allons consommer ce que nous aurons produit. Nous allons manger organique. Nous allons manger bio. Donc toutes les saloperies que Reynold Dib, n'est-ce pas, a commandées, il va les garder lui-même et les Dominicains vont les garder. Bravo, peuple haïtien. Vous avez prouvé à quel point vous êtes mature politiquement. Vous avez prouvé à quel point vous êtes lucide au niveau de vos analyses politiques. Vous avez prouvé à quel point vous êtes de dignes descendants d'illustres ancêtres comme Toussaint Louverture, comme Macandal et comme Boukman. Et ce n'est qu'un début. Nous allons en tant que peuple continuer
à montrer aux Canadiens, à montrer aux Américains, à montrer aux Français, au fait à la communauté des nations malveillantes, à montrer à Ariel que ce qui a été lancé là ne s'arrêtera pas de sitôt. Nous allons renverser le système en Haïti. Nous allons recouvrer notre souveraineté politique. Quel peuple intelligent! Je tenais à lui rendre hommage. Je tenais à vous rendre hommage, peuple haïtien. Or, voilà que cet hommage m'a emporté au point d'oublier le rituel qu'on se donne semaine après semaine. C'est le temps de nous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Nous allons nous dire les vraies affaires aujourd'hui. Cette semaine, c'était la semaine des sanctions tous azimuts du Canada et des États-Unis contre un tel, contre une telle. Sauf que ces sanctions ne sont que des déclarations de principe. Elles ne sont suivies d'aucune action. Est-ce que le Canada et les États-Unis sont en train de se moquer de nous, peuple haïtien? Nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Avant la pause, on s'était promis de répondre à la question que je vous ai lancée, à savoir, et si par cette histoire de sanctions, le Canada et les États-Unis se moquaient de nous? Vous vous souvenez, cette affaire de sanctions a commencé il y a 3 semaines environ. C'est les États-Unis qui ont ouvert le bal de ce régime de sanctions en annonçant en grande pompe qu'ils ont sanctionné Lambert, qu'ils ont sanctionné Yuri la tortue. Et notons une chose, les sanctions des États-Unis sont toujours assorties de l'impossibilité pour
le sanctionner de voyager aux États-Unis. Suivez-moi bien. Les sanctions canadiennes sont toujours assorties de l'interdiction du territoire aux sanctionnés. Vous me suivez jusque-là? Sauf que le régime des sanctions n'a pas commencé à Haïti. Nous avons un bel exemple de notre régime de sanctions qui date, n'est-ce pas, du mois de février dernier, et que les États-Unis, le Canada, entre autres, n'est-ce pas, régime que ces pays-là ont mis en place contre les Russes et les oligarques russes. Car il nous faut faire de l'histoire politique comparée si l'on veut mettre à nu les manœuvres manipulatrices du Canada et des États-Unis dans cette soi-disant affaire de sanctions. Est-ce que vous vous rappelez que dès le déclenchement du conflit russo-ukrainien, les Américains, les Canadiens et les autres peuples, n'est-ce pas, du monde occidental, y sont allés d'une série de sanctions économiques contre Poutine, contre les proches de Poutine, contre les oligarques russes. Et ce que j'ai constaté, vous l'avez sûrement constaté, dès l'instant où on a annoncé les sanctions, les comptes des oligarques ont été gelés. Ils n'ont pas pu faire affaire avec une banque quelconque en Occident. Leurs comptes en euros ont été gelés, leurs comptes en dollars américains ont été gelés. Donc, on leur a infligé, pour ainsi dire, une mort fiscale en ce qui a trait à ces pays-là. Très bien. Et donc, puisque nous avons cette histoire récente devant nous, l'histoire des sanctions économiques infligées aux oligarques russes, l'histoire des sanctions économiques infligées par les Occidentaux à des Russes, eh bien, je me dis, puisque le Canada et les États-Unis prennent les mêmes mesures, les mêmes sanctions contre certains politiciens haïtiens, je me suis dit, de un, ces sanctions-là vont être immédiatement suivies d'une interdiction de territoire à ces sanctionnés-là sur le territoire des pays qui sanctionnent, mais mieux. Je m'attendais à ce qu'automatiquement ces sanctions annoncées, les biens de ces gens-là soient gelés, que leurs biens soient saisis. Maintenant, regardons une chose. Lambert et Yuri la Tortue ont été sanctionnés par les États-Unis et le Canada. Posons-nous la question, est-ce que les biens de Yuri la Tortue, est-ce que les biens de Lambert, n'est-ce pas, sont gelés? Non, ils continuent à faire des transactions. Ils ont sûrement accès à leur compte bancaire en Haïti. Unibank et les autres banques, n'est-ce pas, corruptrices et corrompues en Haïti, continuent à leur faciliter leurs transactions, en sorte que le seul effet que ces sanctions américaines et canadiennes aient eu contre Yuri la Tortue et Lambert, c'est tout simplement que ces gens-là ne peuvent pas voyager aux États-Unis, ces gens-là ne peuvent pas voyager au Canada. Mais vous qui suivez l'actualité, vous savez que Yuri la Tortue détient, n'est-ce pas, par l'entremise de sa femme, une maison aux États-Unis, en Floride en particulier, mais c'est encore sa famille qui habite cette maison. Donc il n'y a pas eu de saisie, contrairement aux autres sanctions que les États-Unis et le Canada ont prises, notamment contre les Russes, sanctions qui ont été immédiatement suivies de gel de comptes et de saisie de biens. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le cas des Haïtiens. Donc je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer du peuple haïtien? Est-ce qu'on n'est pas en train de tenter de se racheter auprès du peuple haïtien sans payer le fort prix? On y va avec une déclaration de principe, une déclaration qui frappe l'imaginaire, une déclaration dont tout le monde parle et qui porte quelques naïfs à applaudir les Canadiens. Mais dans les faits, ces déclarations de principe ne sont suivies d'aucune action concrète. Venons-en aux 3 derniers sanctionnés.
Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, se trouvait, je crois, au sommet de la francophonie lorsqu'il a annoncé, flanqué du soi-disant ministre des Affaires étrangères d'Haïti, qu'il allait, en tant que premier ministre du Canada, sanctionner Michel Martelly, sanctionner Laurent Lamotte, ancien premier ministre de Michel Martelly, sanctionner Henri Séan, ancien premier ministre d'un autre président de PHTK, assassiné entre autres par le même PHTK et la communauté internationale, Henri Séan. Normalement, si vous suivez jusque-là ma logique, dès que le Canada annonce ces sanctions-là, les États-Unis sont derrière. Suivez-moi bien. Dans les manœuvres de néocolonisation du Canada et des États-Unis d'Haïti, le Canada et les États-Unis marchent côte à côte. Ce sont deux larrons dans la même foire. Puisque les États-Unis s'aperçoivent qu'ils ne jouissent plus d'aucune crédibilité en Haïti, puisque les États-Unis savent, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas du tout une cote d'amour au cœur des Haïtiens, les États-Unis passent par le Canada, qui est un pays vassalisé, qui est un pays domestiqué par les États-Unis. En sorte que, quand le Canada fait une annonce sur Haïti, vous pouvez être sûr que ce sont les États-Unis qui sont derrière. Vous vous souvenez que lorsque les États-Unis se sont rendus compte qu'ils ne pourront pas entrer directement en Haïti dans cette invasion militaire, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient, n'est-ce pas, si vous voulez faire face à l'hostilité viscérale de la population haïtienne, à qui les États-Unis ont-ils demandé d'aller agresser la population haïtienne à leur place au Canada? Nous avons vu Anthony Blinken faire le voyage, n'est-ce pas, jusqu'à Ottawa pour convaincre son homologue Mélanie Joly, pour convaincre, n'est-ce pas, Justin Trudeau d'envoyer l'armée canadienne en lieu et place de l'armée américaine, car, pensait-il, n'est-ce pas, écoutez, les Haïtiens ne détestent pas autant les Canadiens qu'ils détestent les Américains. En fait, le peuple haïtien devient mature politiquement, et laissez-moi vous le dire, et le Canada et les États-Unis sont aussi détestables aux yeux de l'Haïtien, l'un que l'autre. Et donc, ne soyez pas naïfs au point de croire que l'annonce de Justin Trudeau n'a pas été discutée avec Anthony Blinken. Ne soyez pas naïfs au point de croire que l'annonce du Canada n'a pas été approuvée. Je choisis mon mot ici par le département d'État américain. Au fait, ce n'est même pas impossible. C'est ce que je crois en tout cas, que l'annonce de Justin Trudeau a été dictée par les États-Unis. Donc, si le Canada annonce prendre des sanctions contre Michel Martelly, contre Laurent Lamotte, contre Henri Séan, les États-Unis sont derrière. Et normalement, je me suis attendu à ce que, dès que le Canada annonce prendre des sanctions contre ces trois salopards, les États-Unis allaient relayer et dire, écoutez, nous aussi, nous prenons des sanctions contre Michel Martelly, contre Laurent Lamotte, contre Henri Séan. Les États-Unis n'ont pas relayé. Jusque-là, les États-Unis disent approuver. Les États-Unis disent appuyer les sanctions du Canada à l'encontre de Michel Martelly, à l'encontre de Laurent Lamotte, à l'encontre de Henri Séan. Mais ils ne disent pas clairement, ils ne disent pas explicitement prendre des sanctions contre ces mêmes trois salopards. Et cela révèle les manœuvres vexatoires du Canada et des États-Unis contre le peuple haïtien. Suivez-moi bien. Jusque-là, je vous ai dit, quand il y a sanctions, il y a deux choses qui suivent les sanctions. Dans le cas des Russes, il y a tout de suite gel des biens. Il y a tout de suite interdiction de faire quelque transaction financière que ce soit. Et deuxième, n'est-ce pas, conséquence qui suit les sanctions du Canada et des États-Unis, c'est l'interdiction de territoire. Or là, les États-Unis et le Canada sont mal foutus en y allant
avec cette déclaration de principe, à savoir qu'ils prennent des sanctions contre Michel Martelly, contre Laurent Lamotte et contre Henri Séan. Vous savez pourquoi? Le diable fait toujours une œuvre. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Commençons par le plus léger des trois. Henri Séan, qui fait l'objet de sanctions du Canada, lesquelles sanctions du Canada sont appuyées par les États-Unis, lesquelles sanctions devraient être suivies d'interdiction de territoire, eh bien, le plus léger des trois, Henri Séan, il se trouve, je vous le donne en mille, il se trouve où? À Miami. Donc, normalement, si le Canada et les États-Unis étaient sérieux, puisqu'ils travaillent toujours de commun accord comme deux larrons en foire, dès que le Canada a annoncé que des sanctions ont été prises contre Henri Séan, on devrait normalement appliquer une interdiction de territoire contre Henri Séan. Mais Henri Séan se trouve encore en Floride. Donc, on se moque de nous, les amis. Les biens d'Henri Séan ne sont pas gelés. Henri Séan, c'est l'un des plus grands propriétaires terriens en Haïti. En tout cas, c'est l'un des plus grands voleurs de propriétés terriennes en Haïti. Mais personne ne gèle ses biens. Sûrement qu'il est encore en train de faire des transactions avec les banques haïtiennes. Donc, quand on parle de sanctions contre Henri Séan, ça veut rien dire. Ce n'est qu'une déclaration de principe. On est en train de nous rouler dans la farine. On est en train de dire, écoutez, on n'a qu'à faire une déclaration. Le peuple haïtien va applaudir. On n'a qu'à faire une déclaration. Les plus naïfs d'entre nous, n'est-ce pas, vont, pour ainsi dire, se mettre à genoux devant le Canada et les États-Unis. Mais quand on regarde de plus près ces sanctions-là, contre ces trois individus-là, il n'y a aucune implication à cela. Henri Séan est sur le territoire américain et ses biens ne sont pas gelés. Deuxième homme, on y va par ordre d'importance, n'est-ce pas, croissante. Analysons le cas de Laurent Lamotte, qui était premier ministre sous le gouvernement de Michel Martelly pendant 2 ans. Mais avant d'avoir été premier ministre, il était ministre de la coopération internationale. Et normalement, quand vous êtes ministre de la coopération internationale, c'est un poste auquel vous êtes, n'est-ce pas, c'est un poste qu'on vous accorde pour pouvoir voler parce que c'est un poste qui gère les subventions, c'est un poste, n'est-ce pas, à partir duquel, n'est-ce pas, on reçoit les aides internationales. Laurent Lamotte était ministre, n'est-ce pas, de la coopération sous Michel Martelly avant de devenir premier ministre. Citez le nom de Laurent Lamotte à un Haïtien, il va vous répondre l'homme des 25 stades imaginaires. Celui qui continue à dire qu'il a construit 25 stades, n'est-ce pas, pour la jeunesse haïtienne, sauf que ces 25 stades n'existent que dans le portefeuille de Laurent Lamotte parce qu'il a volé l'argent. Sauf que ces 25 stades ne se trouvent que dans l'imaginaire, dans l'esprit de Laurent Lamotte, puisque, n'est-ce pas, presque 10 ans plus tard, on se demande où sont ces stades, personne ne les voit. Et audacieux comme lui seul, il continue à défendre du bec et des ongles sur tous les créneaux qu'il les a véritablement construits. Mais quel audacieux! Citez le nom de Laurent Lamotte à un Haïtien, il vous dira, mais c'est l'homme qui a dilapidé, qui a détourné les fonds pétro-caribés. Citez le nom de Laurent Lamotte, n'est-ce pas, un Haïtien, il vous dira, c'est l'un des facilitateurs, n'est-ce pas, de l'importation de la drogue en Haïti. Voilà pourquoi le beau-frère de Michel Martelly, Kiko Saint-Rémy, et lui ne s'entendaient pas, car ils jouaient dans la même plate-bande. Devinez que le Canada a sanctionné Laurent Lamotte, que les États-Unis disent appuyer les sanctions du Canada contre Laurent Lamotte, et normalement, on devrait s'attendre à au moins 2 choses selon la logique que j'ai déployée devant vous jusque-là. 1. Interdiction de territoire, et 2. Gel des biens. Je vous pose la question, selon vous, où se trouve Laurent Lamotte en ce moment? Aux États-Unis d'Amérique. Laurent Lamotte n'est pas citoyen américain, il est détenteur d'une résidence américaine, et quoi de plus facile à révoquer qu'une résidence?
Il s'agit de dire que Laurent Lamotte est accusé de corruption, qu'il est accusé, n'est-ce pas, de détournement de fonds, et il y a assez de conventions internationales pour révoquer, n'est-ce pas, sa résidence. Je le sais bien. Non seulement Laurent Lamotte se trouve sur le territoire américain, mais il n'est pas inquiété dans la gestion de ses biens. Il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, les Pandora Papers, vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ces études, de ces enquêtes qui sont produites par des journalistes d'enquête sérieux de par le monde. Eh bien, dans ces recherches-là, dans ces documents-là, le nom de, regardez, Laurent Lamotte est sorti de ces documents-là. Les Pandora Papers révèlent que Laurent Lamotte, tout comme Michel Martelly, détiennent des comptes offshore. Non seulement il gère des biens, il gère des entreprises aux États-Unis, mais il a des comptes offshore. Donc si le Canada prétend prendre des sanctions contre Laurent Lamotte, et si les États-Unis prétendent appuyer ces mêmes sanctions, il y a 2 conséquences qui normalement devraient suivre ce régime de sanctions. 1, on lui interdit, n'est-ce pas, d'entrer sur le territoire américain. Et 2, on gèle ses biens. Laurent Lamotte se trouve sur le territoire américain et il a accès à tous ses biens. Donc on se moque de qui là? Quand on applaudit le Canada, on l'applaudit pourquoi? Et tout à l'heure, je vais vous montrer, n'est-ce pas, ce qui motive le Canada dans ses grandes déclarations de principe. Je vais vous le dire tout à l'heure, mais pour l'instant, regardons de plus près ces manœuvres de manipulation, regardons de plus près ces manœuvres, ces coups de bluff, regardons de plus près ces manœuvres de supercherie. Le 3e, je vous avais promis d'y aller par ordre d'importance. J'ai commencé par le plus léger de ces 3 voleurs. Je suis allé à un grand voleur, mais moins voleur que Michel Martelly. Parlons de Michel Martelly. D'abord, notons une chose. 2 jours avant que le Canada n'annonce ses sanctions contre lui, Michel Martelly a eu vent de la chose, il s'est rendu en Haïti. Sûrement qu'il avait paniqué. Et si vous regardez la photo, n'est-ce pas, de Michel Martelly et de sa femme, n'est-ce pas, le nombre de valises qu'il avait devant lui, cela laisse entendre que Michel Martelly avait paniqué à l'idée que le Canada allait prendre des sanctions contre lui. Il se préparait, n'est-ce pas, à aller vivre à demeure en Haïti. Suivez-moi bien. Lorsque Michel Martelly est arrivé effectivement en Haïti, ce n'est pas un simple citoyen qui est arrivé, mais c'est un roi. Ariel Henry lui a littéralement déroulé le tapis rouge. Ariel Henry a dépêché pour sa sécurité tout un corps de la police haïtienne. Oh là là! La population haïtienne est kidnappée, Ariel Henry ne lève pas le petit doigt. La population haïtienne se fait tirer dessus, Ariel Henry ne lève pas le petit doigt. Et là, un salopard débarque, un voleur, quelqu'un qui allait être sanctionné par le Canada et les États-Unis. Ariel Henry lui déroule le tapis rouge comme devant un monarque. Il entre en Haïti. Les sanctions sont donc prononcées 2 jours plus tard. Et vous savez quoi? Coup de théâtre. Michel Martelly reprend l'avion, je vous le donne en 1000, vers les États-Unis d'Amérique. Je vous l'ai dit, en général, quand on sanctionne, il y a 2 conséquences aux sanctions. 1, on interdit, n'est-ce pas, l'entrée sur le territoire américain aux gens qui sont sanctionnés. On interdit, n'est-ce pas, l'entrée sur le territoire canadien aux gens qui sont sanctionnés, mais de 2, leurs biens sont, n'est-ce pas, sont gelés. On leur interdit, n'est-ce pas, d'avoir des transactions. Michel Martelly est rentré en Floride et devinez où il habite? Dans les villas qu'il a achetées avec l'argent volé au peuple haïtien. On se moque de qui, là? Dites-moi. 2 jours avant qu'on annonce les sanctions, il est entré en trombe en Haïti, et 2 jours plus tard, on lui a dit, écoutez, ce n'est qu'une déclaration de principe. Ces sanctions-là ne seront pas suivies effectivement de punition. Revenez chez nous. Revenez là où vous avez vos comptes bancaires.
revenez là où vous avez, n'est-ce pas, dépensé les fonds que vous avez volés au peuple haïtien. Michel Martelly est retourné en Floride pour continuer à jouir des sommes qu'il a volées au peuple haïtien aux côtés de son fils qui n'a jamais travaillé, pas une seule journée de sa putain de vie et qui est multimillionnaire, aux côtés de sa femme Sophia Martelly qui n'est pas moins voleuse, sûrement aux côtés de son beau-frère, n'est-ce pas, Kiko Saint-Rémy, dealer de drogue, voleur comme lui. Et pourtant, le Canada et les États-Unis, qui ont toujours coopéré dans ce régime de sanctions, prétendent sanctionner Michel Martelly. Michel Martelly se trouve sur le territoire américain. Sanction mon cul. Donc le Canada et les États-Unis sont en train de se foutre de la gueule des Haïtiens. Parce que là, ils sont mal foutus. Les 3 personnes sanctionnées, avec lesquelles ils comptaient, n'est-ce pas, aller chercher le trophée de la sympathie du peuple haïtien, ces 3 personnes-là se trouvent sur le territoire américain. Il n'y a aucune interdiction d'entrée et il n'y a aucune saisie de leurs biens. Le Canada et les États-Unis sont en train de se foutre de notre gueule. Je viens de vous en faire la démonstration. Puisqu'ils se foutent de nous, il faut comprendre ce qui les motive dans ces proclamations de principe. Il faut comprendre ce qui les motive dans ces déclarations de principe, puisque, comme on le voit, Michel Martelly n'est pas inquiété, Laurent Lamotte n'est pas inquiété, Henri Séan n'est pas inquiété. Ce sont des déclarations de principe. Alors que, quand ils prenaient des sanctions contre les oligarques, les biens étaient gelés, les interdictions de territoire étaient immédiatement suivies. Que cherchent à faire le Canada et les États-Unis? Voilà la prochaine question à laquelle nous allons répondre. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Pour comprendre à quel jeu jouent le Canada et les États-Unis, nous devons nous rappeler quelques éléments fondamentaux dans l'histoire politique récente d'Haïti. Et pour comprendre ces éléments fondamentaux dans l'histoire récente, dans l'histoire politique récente d'Haïti, nous devons nous rappeler un paradigme qui s'appelle le paradigme de la néocolonisation. Néocolonisation, c'est-à-dire une colonisation sous une nouvelle forme. Vous vous souvenez que dans les années 50, les pays tuteurs, les anciens pays esclavagistes, entendons la France, entendons les États-Unis, entendons la Belgique, entre autres, n'est-ce pas, étaient forcés de renoncer, du moins en apparence, à la colonisation. C'est-à-dire, ils devaient se retirer physiquement des pays noirs, des pays africains. Et pourtant, nous savons que la richesse des Occidentaux repose essentiellement sur le vol et le pillage des ressources dans les pays noirs. Et donc, puisque ces pays occidentaux ne peuvent exister financièrement sans les ressources des pays noirs, eh bien, ils vont mettre sur pied un nouveau paradigme qu'on appelle le paradigme de la néocolonisation. En quoi consiste donc ce paradigme? Ce paradigme consiste, n'est-ce pas, à diriger les pays noirs par l'entremise de dirigeants noirs. Puisque tout le mouvement de la colonisation, de la décolonisation des années 50
reposait sur un désir légitime des peuples africains de se diriger eux-mêmes, puisque tout le mouvement de la décolonisation reposait sur le désir légitime des peuples noirs de reprendre leur destin en main, alors les pays tuteurs se sont dit, on va leur donner l'impression qu'ils ont le contrôle de leur destin, on va leur donner l'impression qu'ils ont la souveraineté politique, ils vont pouvoir avoir des dirigeants noirs, ils vont pouvoir avoir des chefs de gouvernement noirs, ils vont pouvoir avoir des, n'est-ce pas, des ministres noirs, mais sauf que ces ministres-là, ces chefs de gouvernement-là, ces chefs d'État, c'est nous qui allons les placer, en sorte que, pendant qu'ils s'imaginent être libres, nous allons continuer à les coloniser. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation. Sauf que le paradigme de la néocolonisation a été défini déjà, je vous en ai déjà parlé, dans la conférence de Berlin de 1891. Lorsque les pays occidentaux, les États-Unis, les pays européens et la Russie, exemple, n'est-ce pas, se sont réunis à Berlin pour décider du destin des peuples noirs en l'absence des peuples noirs. Lorsque ces pays-là se sont, n'est-ce pas, réunis pour dire, voici comment nous allons nous partager, n'est-ce pas, les ressources des peuples noirs aux dépens des peuples noirs. J'en ai parlé dans mon avant-dernier livre, n'est-ce pas, Être noir, une fabrication occidentale, comment briser la matrice. Eh bien, toute l'histoire récente des États-Unis et du Canada vis-à-vis d'Haïti s'inscrit dans le paradigme du néocolonialisme. C'est-à-dire, les États-Unis, le Canada et la France, n'est-ce pas, s'arrogent le droit de diriger Haïti par l'entremise de dirigeants haïtiens. Et donc, ce paradigme-là est en train de leur péter en pleine face. Et pour tenter de sauver, n'est-ce pas, le système néocolonialiste en Haïti, ils sont bien obligés d'y aller avec quelques tactiques qu'on appelle en communication publique des tactiques de rachat ou de rédemption. C'est-à-dire, ce sont des manœuvres qui visent en gros à réparer les dommages que même ces pays-là ont causés au peuple haïtien. Et donc, pour comprendre ces déclarations de principe qui consistent à dire nous allons sanctionner mon cul, n'est-ce pas, Michel Martelly, nous allons sanctionner mon cul, Laurent Lamotte, nous allons sanctionner, n'est-ce pas, mon cul, Henri Séan, et je viens de vous prouver que ces sanctions-là ne sont suivies d'aucune action concrète. Pour comprendre ces déclarations de principe, il faut les replacer dans le contexte des dommages terribles que le Canada n'est pas un pays innocent, hein? C'est même un État très hypocrite, que le Canada, que les États-Unis, que la France, les dommages donc que ces pays-là ont infligés au peuple haïtien. Remontant pour faire court à 2003. 2003, je vous en ai parlé, il faut maintenir cette date-là comme une date charnière dans l'histoire récente du peuple haïtien, l'histoire politique j'entends. 2003, le Canada s'arroge le droit de se faire des dents néocolonialistes sur le dos du peuple haïtien en lançant son initiative d'Ottawa sur Haïti. L'initiative d'Ottawa sur Haïti consistait à renverser, n'est-ce pas, ni plus ni moins, un gouvernement légitime qui avait ses défauts, mais que le Canada n'avait pas le droit de renverser, au nom du fait que le Canada, c'est un pays étranger, et Haïti, c'est un État souverain. Donc le Canada s'est arrogé le droit de lancer l'initiative d'Ottawa sur Haïti. Et en quoi consistait cette initiative? Réunir des nations malveillantes, réunir, n'est-ce pas, des entités malveillantes, l'OEA, l'Union européenne, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur, n'est-ce pas, d'autres pays encore, au lac Meech à Ottawa, afin de décider de renverser le président légitimement élu par le peuple haïtien et de mettre Haïti sous tutelle. Et le premier qui nous a parlé de ce plan malveillant du Canada, de cette manœuvre macabre et malveillante du Canada, c'est feu le journaliste canadien Michel Vastel, qui dans un article coup de poing a mis à nu ces manœuvres-là. Et après, il y a ces lecteurs que le Canada de Jean Chrétien
a décidé de mettre Haïti sous tutelle. Et même le secrétaire général de l'OEA d'alors, le très détestable, n'est-ce pas, Luigi Einaudi, eut à dire en sa qualité de secrétaire général de l'OEA, nous sommes en 2004, les amis, fin 2003, début 2004, écoutez bien ce qu'il a dit, Einaudi. Le plus grand tort de la communauté internationale consistait à laisser les Haïtiens gérer Haïti. Vous entendez ça? Le secrétaire général de l'OEA d'alors, Luigi Einaudi, eut à dire en 2003, le plus grand tort que la communauté internationale a fait, la plus grande bêtise qu'elle a commise, cette communauté internationale, c'était de laisser Haïti être géré par des Haïtiens. Et donc, ils ont décidé, le Canada, les États-Unis, la France, et toutes ces entités, n'est-ce pas, néocolonialistes, de mettre Haïti sous tutelle. Ils ont renversé le président Jean-Bertrand Aristide. Ils ont mis sur pied un gouvernement de transition, suivez mon regard. Ils sont allés chercher eux-mêmes un certain Gérard Latortue. Ils ont nommé chaque membre de ce gouvernement. Et au terme de ces 2 ans de transition, il y a eu des élections. Écoutez bien, il y a eu un conseil électoral provisoire qui a proclamé les résultats de ces élections. Conseil électoral provisoire qui, selon la Constitution de 87, détient seul le pouvoir de proclamer les résultats. Ce conseil électoral provisoire a dit qu'il y aurait un deuxième tour, car aucun des candidats au premier tour n'a réuni suffisamment de voix pour être élu au premier tour. Et ce conseil électoral a annoncé qu'il y aurait un second tour entre René Préval et Leslie Manigat, sauf que le Canada, sauf que les États-Unis, sauf que la France n'étaient pas prêts à accepter un Leslie Manigat comme président, car tout le monde comprend que si Leslie Manigat allait en second tour avec René Préval, eh bien, Leslie Manigat allait faire manger la poussière à René Préval. Suivez bien le coup de théâtre, l'affaire Montana dans l'histoire de ce peuple, l'affaire de la piscine Montana. Le conseil électoral provisoire annonce souverainement qu'il y aurait un second tour entre René Préval et Leslie Manigat, puisque Leslie Manigat avait déjà été président et qu'il avait prouvé aux États-Unis d'Amérique qu'il est à la tête de pays souverains. Lorsque les États-Unis ont voulu, n'est-ce pas, venir arrêter en Haïti les colonels Paul, sous prétexte qu'ils étaient des trafiquants de drogue, Leslie Manigat a eu la verticalité de dire au département d'État américain, je suis à la tête d'un État souverain, si vous avez des choses contre ces colonels-là, fournissez-moi les informations, et sur la base des enseignements ou des renseignements que vous m'aurez soumis, j'analyserai la chose et je verrai s'il y a matière à accuser ces gens-là. Vous connaissez la suite. Ces colonels ont été assassinés par le département d'État et Leslie Manigat a été, comme par hasard, renversé. Et donc les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France ne voulaient plus avoir un président qui a de la colonne vertébrale. Et tandis que le conseil électoral provisoire venait d'annoncer qu'il y aurait un deuxième tour, coup de théâtre, ces mêmes néocolonialistes, le Canada, les États-Unis, la France et toutes leurs entités néocolonialistes ont dit qu'il n'y aurait pas de deuxième tour et que René Préval serait proclamé président d'Haïti. Deuxième coup d'État. Et donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, les amis, c'est la résultante de ces coups d'État. C'est la résultante de ces fraudes électorales ourdies par le Canada, les États-Unis, n'est-ce pas, et la France. Ce n'est pas tout. 2010, il y a des élections en Haïti. Là encore, le Conseil électoral provisoire, qui est l'organe haïtien habilité à prononcer, à proclamer les résultats, déclare qu'il y aurait un second tour entre Jude Célestin et Mirland Manigat.
Les résultats sont là, les documents sont là. Regardez, Ginette Chérubin, qui était membre du Conseil électoral provisoire, en a fait un livre, n'est-ce pas? Ricardo Seitenfus, qui était le représentant de l'OE en Haïti, a bien dit dans son livre « L'échec de la communauté internationale en Haïti » que Michel Martelly n'était pas admissible au second tour. Contrairement aux résultats, contrairement aux vœux de la Constitution, contrairement à ce que venait de proclamer le Conseil électoral provisoire, n'est-ce pas, de M. Oppon, eh bien, les représentants de l'OEA, les représentants du Canada, les représentants de la France, les représentants des États-Unis sont allés dire à René Préval qu'il n'y a rien à faire. Ils veulent que Michel Martelly soit au second tour avec Mirland Maniga. Et vous connaissez la suite. Michel Martelly sera proclamé président d'Haïti, même s'il n'a jamais été admis au second tour. C'est ce Michel Martelly qui va vendre le pays aux Américains. C'est ce Michel Martelly qui va ouvrir les frontières, n'est-ce pas, aux bandits légaux. D'ailleurs, lui-même, il s'est présenté comme bandit légal. C'est sous le régime de Michel Martelly que son beau-frère, n'est-ce pas, son propre beau-frère, Kiko Sérémy, va faire entrer des armes en Haïti et de la drogue. Michel Martelly va céder le pouvoir à Jovenel Moïse, qui va tout faire pour fédérer les gangs. Ces mêmes gangs qui terrorisent la population haïtienne. Et qu'est-ce que Madame Lali m'a dit dans une déclaration, n'est-ce pas, aux Nations Unies? C'est une bonne chose que la fédération des gangs, on va pouvoir mieux les contrôler. Coup d'État du Canada et des États-Unis et de la France contre Jean-Bertrand Aristide en 2004. Coup d'État contre la souveraineté électorale du peuple haïtien au profit de René Préval contre Leslie Maniga. Coup d'État, n'est-ce pas, de la communauté internationale contre Jude Célestin et Mirland Maniga au profit de Michel Martelly. Et quatrième coup d'État, le corps groupe décide par un tweet de nommer Ariel Henry Premier ministre. Et normalement, selon la Constitution, le mandat d'Ariel Henry devrait tenir tout au plus jusqu'à la fin du mandat constitutionnel du président qu'il a nommé. Et si vous faites un simple sondage aujourd'hui, si vous faites un simple micro-trottoir, Ariel Henry ne jouit d'aucune popularité, ni d'ailleurs d'aucune légitimité constitutionnelle. Et devinez qui est-ce qu'il maintient? Encore une fois, ces mêmes foutus pays néocolonialistes, le Canada, les États-Unis, la France et toutes ces entités néocolonialistes, n'est-ce pas? Alors, puisque le peuple haïtien est venu à détester ces néocolonialistes, le peuple haïtien est venu à détester l'État canadien, l'État américain, l'État français, qu'il faut distinguer de la population française, population canadienne, population américaine, l'État canadien, l'État américain se sentent obligés d'y aller avec des stratégies de rédemption, avec des stratégies de rachat. Ils sont bien obligés d'y aller, n'est-ce pas, avec des stratégies de damage control. Ils essaient de contrôler les dommages qu'ils ont eux-mêmes créés par ces 4 coups d'État que je viens de vous présenter. Ils s'imaginaient qu'après avoir inondé Haïti d'armes de guerre, qu'après avoir fédéré des gangs contre le peuple haïtien, ils s'imaginaient, le Canada et les États-Unis, que le peuple haïtien se mettrait à genoux devant eux pour leur demander d'intervenir militairement. Au contraire. Tandis qu'ils s'apprêtaient à nous agresser militairement par leur armée de pédophiles et d'agresseurs, le peuple haïtien a dit non. Alors devant le non-possumus du peuple haïtien, le Canada et les États-Unis se sentent obligés de donner quelques bonbons au peuple haïtien. Les bonbons qu'ils choisissent de donner au peuple haïtien, ce sont des déclarations de principe. Nous allons sanctionner Lambert. Nous allons sanctionner Yuri la Tortue. Nous allons sanctionner, n'est-ce pas, Michel Martelly. Nous allons sanctionner Laurent Lamotte, nous allons sanctionner, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Henri Séan, mais
A priori, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais encore faut-il que ces sanctions soient suivies d'action. Mais mieux, si le Canada et les États-Unis s'imaginent qu'ils vont acheter notre sympathie pour si peu, ils se trompent. Car si le Canada et les États-Unis étaient sérieux, ils retireraient leur appui à Ariel Henry. Comment pouvez-vous sanctionner Michel Martelly et ne pas sanctionner celui qui l'a placé au pouvoir? Comment pouvez-vous sanctionner Barbecue et Tilapli, sanctionner, n'est-ce pas, Timacac, et ne pas sanctionner celle qui a aidé à la fédération des gangs, Madame Lalime? Comment pouvez-vous sanctionner des ministres au sein du gouvernement d'Ariel Henry, des ministres qui se sont contentés de démissionner et qui ne sont pas inquiétés par des poursuites de justice? Voyons donc, vous vous moquez de qui? Les États-Unis et le Canada me donnent l'impression qu'ils aiment le grand parrain d'Haïti, qui est un grand dealer de drogue. Comprenez mon image, Ariel Henry. Lui, ce serait le grand parrain qui est responsable de tous les deals en Haïti. Les États-Unis ne le sanctionnent pas, lui qui est le grand Manitou, mais ils se contentent de sanctionner les petits joueurs. Mais non, mais les petits joueurs, n'est-ce pas, n'auraient pas de légitimité, ils n'auraient pas de permission de jouer, n'était le parrain Ariel Henry. Donc si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, Canada et les États-Unis, retirez votre appui à Ariel Henry. Mais vous n'allez pas le faire, à moins que vous soyez forcé de le faire. Et nous allons vous forcer à le faire. Vous n'allez pas le faire parce que vous comptez sur Ariel Henry pour nous faire un 5e coup d'État. Vous comptez sur Ariel Henry pour nous faire des élections bidons. Et comme de fait, tandis que vous y allez avec vos déclarations de principe qui sont du divertissement, vous permettez à Ariel Henry de nommer un juge à la Cour de cassation. À quelle fin le faites-vous? Une fois que ce juge a été assermenté, vous allez voir, Ariel Henry va procéder désormais à la formation de CEP, de Conseil électoral provisoire, et vous allez lui demander de nous organiser des élections bidons. Non, ça ne passera pas cette fois-ci. Après que vous nous avez imposé Préval aux dépens de Leslie Maniga, après que vous nous avez imposé Michel Martelly, voleur et bandit, après que vous avez inondé notre pays d'armes de guerre, et que vous pensiez qu'on allait se mettre à genoux devant vous pour vous demander de nous envoyer votre armée de pédophiles, vous essayez de nous donner des bonbons pour nous distraire. Vos sanctions ne serviront à rien aussi longtemps qu'Ariel Henry est au pouvoir. Car Ariel Henry, c'est votre outil de manipulation. Aussi longtemps que Ariel Henry est au pouvoir, cela veut dire que la souveraineté politique d'Haïti, cela veut dire que le destin politique des Haïtiens leur échappe. Alors, on voit clair à votre jeu. Ce sont des tactiques de manipulation, ce sont des déclarations de principe. Cela m'importe quoi que vous sanctionniez Michel Martelly, c'est votre fils de pute. Michel Martelly n'aurait pas été au pouvoir si vous n'y avez pas placé. Michel Martelly n'aurait pas eu le moyen de dilapider les fonds pétro-caribés si vous ne l'aviez pas nommé comme président. Alors, que vous sanctionniez Michel Martelly, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est votre fils de pute à vous. C'est vous qui l'avez enfanté. Occupez-vous-en. Et là, vous êtes mal foutu avec lui. Parce qu'il est sur votre territoire, il a beaucoup d'argent dans vos comptes bancaires, il a des biens chez vous, sa femme a des biens chez vous, ses enfants ont des biens chez vous. Alors, vous feriez mieux de sanctionner tout ce beau monde-là, car si vous vous contentez de sanctionner Michel Martelly, nous allons encore rire de vous. Parce que Michel Martelly, Laurent Lamotte, ce sont vos fils de pute à vous. Alors, arrêtez de vous moquer de nous. On voit clair à votre jeu. Ce sont des déclarations de principe qui visent à nous faire oublier que ce qui se passe là en Haïti, c'est votre œuvre. Le chaos haïtien, on doit vous l'imputer aussi à vous.
Si vous n'aviez pas fait ce coup d'État en 2004, si vous n'aviez pas imposé Michel Martelly, malgré le fait qu'il n'avait pas été élu, on n'en serait pas là. Alors, occupez-vous de vos saloperies. Nous allons recouvrer notre souveraineté politique. Arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez de vous moquer de nous. Faites-moi confiance. Le peuple haïtien est assez intelligent pour voir clair à vos jeux. Le peuple haïtien est assez intelligent pour vous laisser jouer avec vos propres fils de pute. Sanctionnez-les comme vous voulez. Faites vos déclarations de principe comme vous voulez. Nous ne voulons plus de vous en Haïti. Et le jour où il y aura un gouvernement patriote en Haïti, dans les 100 premiers jours de son mandat, il fermera vos ambassades, car Haïti ne sera jamais en paix. Haïti ne connaîtra pas de stabilité aussi longtemps que les ambassades du Canada, des États-Unis et de la France resteront ouvertes à Port-au-Prince. Il faut suspendre ces relations diplomatiques pour avoir une nouvelle ère de coopération, pour avoir une nouvelle ère de souveraineté nationale. Car ce que le Canada et les États-Unis sont en train de faire, c'est de sauver leur système néocolonialiste en distribuant quelques bonbons au peuple haïtien. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Michel Martelly, Laurent Lamotte, Henri Sérin et tous les autres salauds, ce sont vos propres fils de pute. Faites-en ce que vous voulez. Mais n'espérez pas que le peuple haïtien va vous applaudir. Vous êtes en train de racheter vos propres bêtises parce que vous êtes méchants vis-à-vis du peuple haïtien. On y est là. Combien de temps on fait là additionner? 23 additionnés. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues. En français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Vous savez, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, le peuple haïtien, c'est un peuple invincible, c'est un peuple indestructible. Il arrive toujours à déjouer les manœuvres macabres et il voit clair au jeu des malveillants. Le Canada est peut-être applaudi par une certaine élite, mais le peuple haïtien ne croit pas plus aux Canadiens car il voit clair au jeu du peuple, enfin de l'État canadien. Les États-Unis croient marquer un grand coup en y allant avec leur déclaration de principe. Nous sanctionnons Lambert et là, ils nous promettent une liste de 800, pourquoi pas 8000 personnes. Mais on va regarder votre liste pour voir si le nom d'Ariel Henry s'y trouve. On va regarder votre liste pour voir si le nom de la Madame Lalime s'y trouve. Madame Lalime, c'est pour elle que les gangs travaillent. On va regarder votre liste pour voir si le nom de vos services de renseignement se trouve, car ces armes de guerre-là ne se retrouveraient pas en Haïti si vos services secrets ne les laissaient entrer. On va regarder votre liste pour voir s'il se trouve le nom des hommes et des femmes d'affaires dominicains, car les hommes et les femmes d'affaires dominicains contribuent à inonder Haïti d'armes, car n'est-ce pas, quand ça va mal en Haïti, ça va bien pour eux. Alors votre liste là, vous savez quoi, on s'en tape. Et là, je voudrais m'adresser au Premier ministre Trudeau. Si vous voulez vous retrouver du bon côté de l'histoire, retirez votre appui à Ariel Henry. Ça va? Je vais m'adresser à 2 Haïtiens qui font partie du gouvernement de Trudeau. Et là, je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire. Je veux m'adresser à mon ami, le député Emmanuel Dubourg. Vous êtes un ressortissant haïtien. Vous êtes très proche du Premier ministre Trudeau. Vous savez quoi? Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien.
Prenez exemple sur votre collègue Chrystia Freeland, qui, elle, est ukrainienne. Elle est vice-première ministre du Canada et elle se sert de son statut de vice-première ministre pour faire avancer, n'est-ce pas, l'agenda de son pays d'origine, l'Ukraine. Je vous enjoins, n'est-ce pas, Emmanuel Trudeau, à faire la même chose, Emmanuel Dubourg, pardon, à faire la même chose. Vous êtes haïtien d'origine. Profitez de votre statut de député, le seul député au Parlement haïtien, pour faire avancer l'agenda d'Haïti auprès de votre patron, le Premier ministre Trudeau. Dites-lui de se retrouver du bon côté de l'histoire. Dites-lui de retirer son appui à Ariel Henry. C'est à ce carrefour qu'on vous attend. Je vais m'adresser à mon amie Marjorie Michel, qui est chef de cabinet adjointe au Premier ministre Trudeau. Vous savez, c'est un privilège d'être là. Chrystia Freeland, encore une fois, profite de son poste de vice-première ministre pour faire avancer l'agenda de son pays d'origine. Marjorie, vous êtes placée au PMO, au Prime Minister Office. Vous pouvez faire avancer l'agenda d'Haïti. Profitez de ce statut pour dire à votre patron de retirer son appui à Ariel Henry. Haïti est placé à un carrefour important de son histoire. Et si vous êtes placé là, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard en histoire. Les ancêtres vous ont conduit à ces postes stratégiques pour faire valoir, n'est-ce pas, l'agenda haïtien. Alors fini les cassettes, hein? Arrêtez de dire, ah, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Cette cassette, on l'a déjà entendue, n'est-ce pas? On ne l'apprendra pas cette fois. Arrêtez de nous dire, écoutez, remets moun qui remet, on a l'Ottawa avec vous, n'est-ce pas? Il nous faut plus que cela. Demandez. Et je m'adresse à mon ami Emmanuel Dubourg, je m'adresse à Marjorie Michel, demandez à votre patron de retirer son appui à Ariel Henry. Ce n'est qu'à ce prix qu'on vous prendra au sérieux. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'étant d'origine haïtienne, le peuple haïtien vous associe à ces manœuvres d'hypocrisie, à ces déclarations de principe auxquelles se livrent Justin Trudeau et Mélanie Joly. Et je voudrais vous dire en terminant, le peuple haïtien, il est indestructible. Quelles que soient vos manœuvres, le peuple haïtien ira de l'avant. Et ce qui a débuté là, avec ce soulèvement du peuple haïtien, ne va pas s'arrêter. Vous avez deux choix. Soit de vous tenir du bon côté de l'histoire, de vous mettre du côté du peuple haïtien en retirant votre appui à Ariel Henry pour permettre au peuple haïtien de reprendre le contrôle de son destin, ou de continuer à vous livrer à des manœuvres de manipulation, à des manœuvres de rédemption futiles auxquelles le peuple haïtien ne croit plus. Alors, la balle est dans votre camp. Vous voulez prouver votre solidarité au peuple haïtien, retirez votre appui à Ariel Henry et que le peuple haïtien retrouve le contrôle de son agenda politique, qu'il gère lui-même sa transition pour lancer les chantiers fondamentaux de la nation haïtienne, de la nouvelle Haïti, et que le peuple haïtien décide lui-même à quel moment et en quel terme il organisera des élections. Car on ne vous laissera pas, Canada, on ne vous laissera pas les États-Unis, on ne vous laissera pas la France organiser des élections pour nous. Vous nous avez baisés au moins 4 fois. Cette fois-ci, le peuple haïtien dit basta. Alors, vous voulez vous tenir du bon côté de l'histoire, retirez votre appui à Ariel Henry et laissez les Haïtiens trouver eux-mêmes une solution à la crise que vous avez créée. J'espère vous avoir été utile, peuple haïtien. Encore une fois, je vous félicite pour votre courage. Je vous félicite pour votre lucidité. Et qu'on se le dise, peuple haïtien, il n'y a personne pour nous défendre. Il n'y a personne pour défendre nos intérêts. Il n'y a que nous qui puissions le faire. Et nous allons le faire avec la force que donnent nos ancêtres. Merci d'avoir été à l'écoute. Continuez à vous amuser en écoutant, en suivant vos matchs de soccer. Suivez tout cela d'une oreille. Gardez l'autre oreille pour continuer à suivre l'actualité politique. Continuez à regarder vos matchs de soccer d'un œil, mais de l'autre œil, suivez votre actualité politique. Qu'on ne profite pas de ces périodes de jeu pour vous baiser une fois de plus.
merci, gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Continuez à commander votre manuel de Toussaint Louverture, cet illustre ancêtre qui nous apprend que rien n'est impossible, car on peut vaincre une armée, mais on ne pourra jamais, disait-il au fort de Joux, vaincre un peuple en armes. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.